Et les expulsions souvent étaient présentées au public occidental comme étant tout simplement un heureux transfert de population. Donc on filmait justement ces déplacements forcés de Palestiniens, comme on peut le voir sur cette image, et on présentait ça aux Européens comme étant, voilà, les Juifs sont là, les Arabes passent de l'autre côté, et puis c'est tout simplement le cas. D'ailleurs, cette idée de transfert de population sera largement reprise par les sionistes au moment de l'immigration des Juifs d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient vers Israël. Et donc à ce moment-là, on dira, ils ont été expulsés, mais bon, on les quitte parce que on a expulsé les Palestiniens. Donc voilà, on n'a plus rien à, on n'a pas indemnisé les Palestiniens parce que ces Juifs ont également été indemnisés, ont également été dépossédés, expulsés, etc., ce qui est complètement faux. On ne peut absolument pas mettre sur un pied d'égalité les deux situations, comme nous aurons l'occasion de le voir dans une autre vidéo. Donc, un des exemples les plus célèbres d'expulsion, c'est celle de Ramla et Lida, donc des villes palestiniennes, de grandes villes palestiniennes qui devaient être incluses dans l'État arabe, le futur État arabe, et euh, et pourtant, eh bien, on s'attaque à ces villes, on les nettoie littéralement de leur population, on les expulse en toutes femmes, hommes, enfants, vieillards, donc qui vont errer petit à petit ici et là. Certains vont se retrouver à Gaza, d'autres à Hébron. Et l'architecte de cette expulsion, eh bien, c'est Yitzhak Rabin, qui est euh, titulaire d'un prix Nobel de la paix, qu'on présente un petit peu comme une colombe. C'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Même Rabin, c'est avec un seul B, c'est une petite coquille, mais en tout cas, ce sera lui qui, donc sur les ordres de Ben Gurion, mais lui-même disait qu'il était bien d'accord, qu'il s'accommodait bien de la situation. Et cet épisode où il présente l'expulsion donc des civils de Lida et de Ramleh, eh bien, ces extraits seront supprimés de son journal intime pour justement ne pas trop ternir son image. Pareil à Nazareth, Ben Gurion, donc en 1948, donc il arrive, il voit encore beaucoup de Palestiniens sur place. Et là, il demande à ses hommes, mais que font-ils ici? Et que font-ils ici? Parce qu'il y a vraiment, il y avait une volonté, comme je l'ai dit, d'expulser le plus de Palestiniens possible, comme justement l'exemple que je donnais précédemment de Lida et Ramleh. Rabin qui demande à Ben Gurion que doit-on faire de la population? Ben Gurion aurait un fameux geste de la main, c'est-à-dire expulser-les tous. Tandis qu'à Nazareth, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est une ville qui a une grande importance dans le christianisme, et donc on fait quand même un peu plus attention à, euh, à l'image en fait de l'Occident, qui est quand même majoritairement chrétien, qui serait pas insensible à ce sort-là, même si les Palestiniens chrétiens ont également été expulsés, dépossédés. Voilà, là n'est pas le problème. Hein. C'est, c'est un sujet qu'on traitera un petit peu plus tard. Mais il reste quand même prudent. C'est-à-dire qu'il donne l'ordre de ne pas démolir, de ne pas détruire des villages chrétiens, ou ne pas détruire des monuments chrétiens de Nazareth pour justement cette image à l'international. Mais il est quand même en colère, hein. Il s'emporte lorsqu'il voit encore des Palestiniens sur place. Et dans une autre région, donc on est vraiment maintenant dans le sud, euh, on est dans la région de Beer-Seba, et une ancienne membre de la Haganah va confirmer qu'il y a eu une volonté délibérée d'expulser tous les Arabes de Beer-Sheba, Beer-Seba, comme elle va nous l'expliquer un petit peu ici, sur cette vidéo. From Haganah and so on. And we came, wonderful, you came just on time. And tomorrow we are showing out the people they are from Beersheba. You are going to help. Of course, I'm going to help. And the next day I got a gun, and we were standing the road for away. We prepared several buses. I think there was 10 or 12 buses, and we asked all the Arabs from Beersheba to come to the buses and to enter the buses. They were going to Gaza.
to Gaza. And I was standing like everybody with a guard, so nobody will try to run away, and all of them will go into the cars and go to Gaza. And they are in Gaza today, until today. Not them, their parents, their children, and their grandchildren. I haven't been much in Tel Aviv because from kibbutz, from the Galil, I went. Donc, sur cet extrait, elle nous explique que ses amis se réjouissent de la voir parce qu'ils avaient une mission, c'était d'aller le lendemain à Beer-Saba pour expulser toutes les populations. Donc, ils ont placés dans des bus qu'ils ont soigneusement contrôlés. Donc, ils les ont entourés concrètement, ils étaient armés, ils les ont entouré la population civile pour s'assurer que tout le monde montait à bord des bus pour être expulsé de force à Gaza. Et donc, évidemment, en laissant le moins d'objets possible derrière eux, parce qu'évidemment, dans les bus, on ne peut pas transporter toutes ces appartenances. Donc, on voit bien ici, dans plusieurs régions, et en l'occurrence à Beer-Saba, cette volonté, tout simplement, donc une préméditation pour l'expulsion des Palestiniens de Beer-Saba. Cette volonté à Beer-Saba est très claire, hein. Alors, peut-être qu'une des raisons qui pourrait justement l'expliquer, ce serait que toute la moitié sud de la Palestine mandataire, en fait, était vide pratiquement de juifs. Il n'y avait pratiquement pas de population juive au sud. La population était surtout arabe, surtout bédouine. Enfin, il y avait aussi de l'agriculture au nord du Negev, mais la population juive était très très rare. Et donc, il y avait peut-être ce besoin en fait d'asseoir sa domination sur cette région. Et ils ont été expulsés, donc comme elle explique, elle a assisté plutôt à l'expulsion vers Gaza, mais il y a aussi l'expulsion vers Hébron, et un des témoins, justement, une personne qui a vécu l'expulsion et qui habite aujourd'hui à Gaza, comme la plupart des expulsés, écrit également que le maire de la ville a supplié les sionistes, les forces sionistes, justement, de ne pas les déporter, qu'ils travailleraient pour eux, qu'ils leur rendraient service. Eh bien, ils ont répondu, nous voulons des terres, nous ne voulons pas d'esclaves. C'est ce que s'explique Ilan Pappé. Il essaie de négocier, mais apparemment, ça n'a pas suffi. Et donc, nous ne l'avons peut-être pas précisé, mais ce sont 520 villages palestiniens qui ont été définitivement rasés. On a expulsé leur population, on les a dépossédés, on a spolié leurs biens, leurs richesses, on a interdit le retour. Et puis, il y a tout un travail à faire en interne, c'est-à-dire de faire oublier aux futurs Israéliens ou aux Israéliens que cette population a tout simplement jamais existé. Et donc ces tas de ruines qui jonchent ici et là l'État d'Israël, eh bien, ont été remplacés par des forêts. Donc on a planté des centaines d'hectares de forêts dont le but était tout simplement de les faire oublier. Comme on peut le voir sur cette image à droite, c'est un tas de ruines d'un village de Palestiniens dont la population est expulsée. La population civile, je précise, hein, ce ne sont pas toutes les... C'est-à-dire que, comme on l'a vu, les Palestiniens étaient plutôt limités dans leurs attaques, ils ont plutôt subi qu'agi, donc voilà, c'est la population civile qui a été expulsée, dépossédée, je tiens à le préciser parce qu'on ne le précise pas assez. Et donc, pour les oublier, donc, comme on l'a dit, on plante, mais on rebaptise les villes. Par exemple, Saforia est complètement rasée le 12 mai, donc avant l'arrivée des troupes arabes. C'est une date qui est très importante. Et elle est rebaptisée Tsipori. Donc évidemment, les spoliations. En 1950, il y a la loi sur les absents, donc ce qui permet la mainmise de l'État d'Israël sur ses biens et ses terres de Palestiniens. La loi des absents, en fait, c'est concrètement toute personne qui ne se présente pas, qui ne déclare pas son bien avant telle ou telle date, eh bien, on la déclare absente et l'État saisit automatiquement ses biens. Moi, c'est bien malin tout ça, parce que les populations ont été expulsées au-delà des frontières et qu'on surveillait rigoureusement les frontières pour empêcher les retours. On tuait même ceux qui osaient s'infiltrer, entre guillemets, rentrer chez eux. Donc forcément, qui sont les absents? Eh bien tout le monde. C'est-à-dire que c'est Israël qui fait d'eux des absents. Ce ne sont pas des absents par choix, ce sont des absents
par la contrainte, en fait. Et donc, il y a, comme je le dis, des villages qui sont complètement détruits, pillés, de longs bombardements mortiers aussi, particulièrement dans le nord. On a aussi tenté donc d'empoisonner, pas que tenté, à Gaza, oui, il y a eu des tentatives d'empoisonnement pendant la guerre, mais à Acre, cela a réussi. Donc il y a eu une épidémie de typhoïde à Acre en mai 1948 pour pousser la population à partir, pour se débarrasser de la population, pour que la population tombe malade, tout simplement, qu'il y ait des épidémies, et forcément ça a des incidences sur la démographie. On leur a interdit de retourner, comme je le disais, donc on a, sur la période qui s'échelonne de 1949 à 1953, plus ou moins, on a des milliers de Palestiniens, dans l'écrasante majorité, donc des civils qui cherchaient à rentrer chez eux, qui ont été arrêtés par Israël, qui ont été tués. Donc on a environ, les estimations vont de 3 à 5 000 personnes qui ont été femmes, hommes, enfants, sur lesquels on a tiré pour empêcher les retours. Et à ce moment-là, cette même période, il y a c'est un article d'Haaretz qui parle, donc à cette période-là, il dit que le meurtre d'Arabes en Israël est devenu tellement facile, tellement commun, que même Ben Gurion, que la situation arrangeait, pensait que seule la peine de mort pourrait dissuader un petit peu les Juifs de tuer autant d'Arabes civils. Je précise que c'est Ben Gurion qui le dit, l'architecte du nettoyage ethnique de la Palestine. Donc c'est dire à quel point ces meurtres et ces assassinats fortuits, ou gratuits plutôt, avaient été légion. Et donc, on a menacé aussi des pires sanctions des villages s'ils abritaient des réfugiés, parce qu'on contrôle, comme je le dis, le long des frontières, on tue ceux qui osent s'infiltrer, mais on menace aussi, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui peuvent passer par les mailles du filet. Donc on va dans les villages systématiquement vérifier s'il y a des populations qui sont retournées, rentrées chez elles depuis le Liban, depuis la Syrie, la Jordanie, et ainsi de suite. Et il y a tout un arsenal donc de moyens déployés pour surveiller les populations, pour voir ce qu'elles deviennent en Jordanie, au Liban, en Syrie, donc au-delà des frontières. Et Dayan refuse catégoriquement de reprendre les réfugiés. Enfin, Dayan, c'est parce que c'est lui qui parle à l'ONU, mais en réalité, c'est tout l'État israélien qui a refusé de reprendre des réfugiés, parce que il précise même que si Israël devait les reprendre, eh bien, ils auraient à le regretter. Ils auront à le regretter. Donc c'est toute une identité, en fait, parce qu'aujourd'hui, quand on nous dit que les Palestiniens veulent la destruction de l'État d'Israël, c'est absolument terrible, abominable, c'est antisémite, tout ce qu'on veut, d'accord, mais est-ce qu'on peut comprendre l'État d'Israël, son existence même, sans prendre en considération le fait que Israël s'est construit littéralement sur les ruines de la Palestine, sans ce nettoyage ethnique, sans l'expulsion, sans la spoliation, sans ces meurtres gratuits dont je parlais, pour empêcher les retours et pour dissuader, en fait, pour terroriser des populations donc civiles. Eh bien, Israël n'aurait jamais pu exister, tout simplement. Donc il y a ce côté-là, et puis il y a aussi le côté, pour parler de spoliation, de pillage, il y a aussi le pillage de la culture palestinienne. On les expulse, mais on s'approprie quand même la culture palestinienne. C'est comme les falafels qui deviennent un peu le falafel israélien, ou le hummus qui devient israélien. Et donc il y a dès cette période-là, donc pour revenir ça c'était juste une parenthèse, mais pour revenir aux réfugiés palestiniens, il y a une résolution de l'ONU dès 1949 pour autoriser le retour des réfugiés palestiniens chez eux dans leurs villages, mais les villages ont été détruits, démolis volontairement pour empêcher les retours. Et en 1948, donc avant même la résolution de l'ONU, c'était l'observateur des Nations Unies, Bernadotte, qui a été assassiné par des amis de Shamir, lui-même disait que des villages étaient détruits et pour empêcher les Palestiniens de retourner. Donc ce n'est pas une situation postérieure à la guerre. Et donc, les résolutions seront systématiquement violées. Alors on parle souvent, effectivement, on dit que les États-Unis sont devenus un allié d'Israël qu'à partir de 67. C'est vrai, ça s'est exacerbé
exagéré. Mais déjà en 49, Truman était déjà allié à la cause des sionistes. Lui-même parlait de pression telle qu'il n'en avait jamais subi en 46. Et en 49, il adopte lui-même le discours propagandiste de l'État d'Israël. On ne peut pas accueillir de réfugiés, mais Israël a déjà des prétentions sur d'autres territoires, sur la bande de Gaza. Donc c'est paradoxal. Si on ne veut pas prendre de réfugiés, comment peut-on augmenter la population de l'État en conquérant un autre territoire? Et donc, ce qui a permis de savoir tout ça, donc ces expulsions, ces ordres d'expulsion, ces spoliations, viols, etc., je ne parlerai pas de tous les détails, eh bien, ce sont les archives israéliennes qui ont été déclassifiées. Pas toutes, évidemment, il y a certaines qui sont plus sensibles que d'autres, et il y a, comme l'explique Chai Haskani, qui a écrit un livre très intéressant, Dear Palestine, qui parle justement de ça, de la réticence pour une certaine réticence au niveau de certaines archives, on ne veut pas les rendre publiques pour ne pas euh, ternir un peu ce récit national. On parle parfois de raisons, on évoque des raisons de privacité, on ne veut pas les partager avec le public pour des raisons de privacité des Palestiniens, de leur intimité, de je ne sais quoi d'autre. Mais c'est plutôt l'image en fait c'est plutôt l'image qui compte. Par exemple, dans un village de Galilée où 4 femmes palestiniennes avaient été violées et assassinées et tuées par des milliers, à ce moment-là, c'était déjà par l'armée israélienne. Eh bien, voilà, ce document, on a eu du mal à l'archiver, c'est-à-dire les modalités un petit peu, les ordres, tout ce qui s'est passé autour de cet événement et de tellement d'autres. Hein. On n'a pas voulu le déclassifier. Et donc c'est cette histoire en fait, parce qu'on nous dit que les Arabes n'ont jamais voulu la paix avec Israël, mais en réalité, Israël ne voulait pas de compromis, ni au niveau des réfugiés, parce que si on se met à négocier, on va forcément céder sur certaines choses, donc prendre quelques réfugiés, faire des petites concessions territoriales ici et là, parce que le territoire, en fait, Israël, Israël n'est pas né du projet, de la proposition, je le répète encore une fois, de partition de l'ONU. Non, Israël est né de la conquête, du nettoyage ethnique. Et donc si on fait des concessions sur ça, eh bien, c'est qu'on va devoir renoncer à certaines parties du territoire. On va devoir reprendre des réfugiés. Et Ben Gurion est clair pour lui, il ne faut absolument pas céder sur ce problème, sur cette question. Donc la propagande israélienne a plutôt justifié ça, plutôt justifié le départ des Palestiniens, l'exode des Palestiniens, par des appels à fuir. Alors on prétend que les appels arabes, les appels de dirigeants arabes, donc depuis notamment Damas, le Caire, auraient encouragé les Palestiniens à repartir pour qu'ils puissent eux-mêmes, donc de libérer en fait de céder un petit peu le terrain, de faire la place aux soldats arabes qui allaient conquérir le nouvel État juif. À ce moment-là, au moment où ils auraient tué tous les juifs, eh bien les Palestiniens pourront rentrer chez eux. Donc c'est évidemment de la propagande, parce que cette idée-là est assez tardive dans la propagande sioniste, comme l'a démontré l'historien palestinien Walid Khalidi. Et Rachid Khalidi, enfin plutôt Walid dans le cas d'espèce, il explique très bien que dans les archives de la Haganah, ça apparaît plutôt tard. Et il y a même un rapport sioniste qui est cité par Benny Morris, qui explique que du 1er décembre 1947 au 1er juin 1948, donc c'est 6 mois, eh bien, ce facteur-là, donc les appels des dirigeants arabes, a joué un rôle très 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 négligeable dans le départ des Palestiniens. Ce sont plutôt les activités belliqueuses, la conquête, les expulsions, les moyens de terreur, parce qu'on faisait tout pour terroriser les Palestiniens, les inciter à partir, les démoraliser. C'est ce facteur-là qui compte pour la grande majorité des expulsions, comme c'est clairement indiqué dans ce rapport. Donc, il y a au moins 55% qui sont dus aux activités de la Haganah, à leur influence. Il parle également des ordres d'expulsion directe, et ainsi de suite. Donc, c'est l'inverse, en fait, qui se passe, parce que les dirigeants du côté palestinien, les dirigeants arabes, au contraire, ils traitaient de lâches les fuyards. Ils leur reprochaient de ne pas aimer suffisamment leur terre pour la quitter, ne pas la défendre.
on a même interdit de délivrer des visas pour quitter la Palestine. Le Liban, la Syrie se sont mis, se sont, ont refusé de délivrer des visas pour la simple et bonne raison que ça aurait aidé tout simplement l'ennemi à avancer. Si on quitte, eh bien, on cède de terrain. Et donc, il n'y a jamais eu de tels appels, et c'est tout simplement en fait un moyen de se, se dédouaner en fait. Nous n'avons rien à nous reprocher, nous n'avons, comme disait Ben Gurion, pas expulsé un seul Palestinien. Ils sont partis de leur propre chef, ils ont perdu, ils n'ont qu'à assumer. Et donc c'est pour retirer en fait toute responsabilité à Israël dans la catastrophe palestinienne. On entend souvent aujourd'hui, oui, de toute façon, les Arabes n'aiment pas tellement les Palestiniens sont toxiques, personne ne les aime, et nous on se les farcit, voilà. Bon, évidemment, c'est la propagande, évidemment, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu, au contraire, une très grande majorité de ces expulsés s'est retrouvée au Liban, en Syrie et en Jordanie. Et au Liban, par exemple, un petit pays comme le Liban, à l'équilibre très fragile, eh bien 10% de la population, à l'époque, était d'origine palestinienne. Donc c'est vraiment un habitant à l'époque du Liban sur 10 était un expulsé palestinien. Dans certains cas, au moment de l'arrivée des milices sionistes, certaines populations du côté libanais de la frontière sont venues secourir. Les Palestiniens les ont aidés à fuir, à partir. Bon, il y a également des camps de réfugiés, comme on le dit, au Liban, comme on peut le voir sur cette photo, en Syrie, en Jordanie, où le traitement aurait été meilleur, hein, notamment le raccord de la citoyenneté, il y avait plus de perspectives d'emploi. L'hiver 49 avait été très rude, eh bien, le roi avait s'était assuré que les Palestiniens ne manquaient pas donc de nourriture. Et de toute façon, nous le savons bien, la majorité de la population jordanienne a des origines palestiniennes. La Jordanie, c'est un pays très peu peuplé. Il est très majoritairement peuplé de Palestiniens. Il y a également eu des Palestiniens dans d'autres régions, en nombre beaucoup moins important, donc en Égypte par exemple, en Irak, même au Yémen. Au Yémen, il y en a eu, c'est ce qu'explique Tom Seged, bon, bien entendu très peu, mais il y en a quand même eu. Et les Palestiniens ont également été l'élite dans les pays du Golfe, c'était des cadres formés, donc qui ont participé à la construction des pays du Golfe. Et en fait, ce qui est assez amusant dans la propagande sioniste, c'est qu'on dit, bah, écoutez, il y a 22 pays arabes, vous pouvez partir, pourquoi vous êtes ici? En fait, c'est comme si on parlait d'objets, donc d'objets à déplacer. Voilà, vous êtes tous pareils, allez, vous partez là-bas. En fait, ils sont là, mais c'est leur pays historiquement, ils y sont enracinés depuis des décennies, depuis des siècles et des millénaires. Là, je veux dire, c'est quand même assez inquiétant, ce degré de propagande et de déshumanisation. C'est quand même exceptionnel. C'est vraiment une population où 50, c'est vraiment une situation exceptionnelle. 50% des Palestiniens vivent dans l'exil. Ce sont des descendants de réfugiés, d'expulsés dans les pays voisinants. C'est quand même une situation assez insolite. Et puis, bon, alors ça, c'est juste un petit exemple, ce qu'on a à droite par rapport à l'expulsion donc des Palestiniens. Donc on a, par rapport aux infiltrés dont on parlait, donc on était vraiment clair sur un point, on ne pouvait pas expulser d'infiltrés, donc quand les infiltrés arrivaient à pénétrer dans le territoire, eh bien, on pouvait le tuer, évidemment, mais pas avant d'avoir su comment il était venu, parce qu'en fait, on veut juste mieux canaliser nos efforts dans la surveillance pour empêcher les retours. Donc, à ce moment-là, on était libre de le tuer. Et donc, bien entendu, comme je dis, sont soit expulsés, soit tués. On a quelques exemples ici, par exemple, l'évêque donc un évêque de Jordanie, grec catholique, qui explique par exemple, qui témoigne que des populations donc de villages à l'intérieur d'Israël ont été expulsées vers la Jordanie. Donc c'était des femmes, des enfants et des hommes qui étaient à la fois musulmans et chrétiens. Donc c'est juste un exemple là de population. Donc comme on le voit, musulmane et chrétienne, on a d'autres également dans le nord, vers Acre et Safed, donc on a environ 500 personnes.
Et puis on a un autre exemple de 700 personnes expulsées de Kfar Yassif qui se retrouvent de l'autre côté en Jordanie, donc ils sont suivis par l'armée israélienne, en fait qui les poursuit et qui leur ordonne de traverser la frontière. Et ce qui est très intéressant, c'est que même après l'armistice, les expulsions se poursuivent. On ne le dit pas assez, mais même les Arabes israéliens, c'est-à-dire les Palestiniens d'Israël, ceux qui n'ont pas été expulsés, en fait, ils ont été expulsés aussi à leur façon. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été expulsés à l'extérieur des frontières de l'État d'Israël qu'ils n'ont pas été expulsés. Parce que certains ont été concentrés dans certaines zones, notamment autour de Nazareth. On a parfois démoli des villages, détruit des villages, on les a expulsés ailleurs et on les a dépossédés. Il me semble même que 50% ou pas loin de 50% des Arabes israéliens, des Palestiniens de 48, des Palestiniens d'Israël, ceux qui n'ont pas été expulsés au-delà des frontières, 50% ont quand même été dépossédés de leurs biens. On leur a confisqué leurs biens. Il y a notamment un exemple de village maronite dans le nord où c'est le cas, mais 50%. Donc évidemment, ces villages sont loin de représenter une exception. Et comme je le disais, les expulsions après la guerre, en 1950 par exemple, elles deviennent systématiques dans la moitié sud. Alors, vers Meshdel, vers Jora, donc vers Asqalen, donc la région d'Ashkelon, et bien, en 50, on a un ordre d'expulsion, donc vers l'Égypte et vers Gaza. Et la bande de Gaza qui fait administrativement partie de l'Égypte. Et Al-Jora est un village à côté de Meshdel, donc région d'Ashkelon, où un enfant de 13-14 ans sera expulsé et ce sera le futur Cheikh Yassine, le fondateur du Hamas. Donc, il faut bien comprendre que on peut ne pas approuver les méthodes du Hamas, ça n'est pas la question, mais tout simplement comprendre d'où viennent ces fondateurs. Tous ont soit vécu l'expulsion, soit descendent, tout simplement descendent de parents sont issus de familles qui l'ont vécu directement. Donc ça, c'est en 1950. Donc on a des centaines et des milliers d'expulsés, de spoliés, donc après l'armistice, donc vers la bande de Gaza à partir d'Ashkelon et de sa région. En 56, on a le massacre de Kfar Qasim. Alors, au sein d'Israël, donc c'est des Palestiniens, des centaines de Palestiniens qui ont été littéralement mitraillés. Alors on disait oui, c'est par rapport au couvre-feu, ils n'ont pas respecté le couvre-feu a été changé 1 heure auparavant ou 2 heures auparavant sans les prévenir, et donc quand on les a vus, on les a décimés, sous prétexte qu'ils n'avaient pas respecté le couvre-feu, parce qu'il faut préciser que les Palestiniens de 48 ont vécu pendant 19 ans ou 18 ans sous régime militaire, donc avec des couvre-feux et ainsi de suite. Donc, donc Kfar Qasim, ça faisait donc 8 ans qu'ils vivaient sous couvre-feu, et on s'est rendu compte que ce n'était pas une erreur, comme le prétend la propagande sioniste, parce que la propagande sioniste reconnaît ce massacre, et Shimon Peres a même, dans les années 90, présenté ses excuses 40 ans après les faits. Donc, mais les archives ont permis de voir une autre réalité, c'est-à-dire le but d'expulser ces populations au-delà de la ligne verte, au-delà de la frontière avec la Jordanie à l'époque, et donc de se défaire d'une partie encore plus grande des Palestiniens et de mettre la main sur d'autres territoires. C'est tout simplement ça. Donc les civils, ce sont exclusivement des civils, des paysans sur leurs champs qui ont été mitraillés, qui ont été décimés. Alors les coupables ont été arrêtés, ont été jugés, mais bon, ils ont été libérés 2 ans plus tard. Donc, comme je le dis, il y a une différence entre dénoncer publiquement, condamner et tout ce qu'on veut, mais quand les archives de l'État permettent de voir autre chose, qu'il y a une volonté délibérée d'expulser qui fait suite à d'autres expulsions, bien voilà, on comprend bien la tendance. Pareil, en 1967, dans le quartier maghrébin de Jérusalem-Est, il y a eu des expulsions également. Enfin, en 67, il y a eu d'autres expulsions. Il y a eu ce qu'on appelle une mini Nakba. Environ 300 à 350 000 personnes ont été expulsées de leur domicile. Dont alors, le quartier maghrébin de Jérusalem a été complètement rasé. Et c'était déjà un but, un objectif, un projet de la Haganah dès les années 20. Il y avait eu un attentat de la Haganah en 1927, ce qui a un petit peu provoqué les émeutes de 1929 des Palestiniens contre les sionistes. Donc on voit bien que c'est une volonté, ça s'inscrit dans une volonté continue, comme on peut le voir aujourd'hui ou à l'époque déjà.
Ça a toujours été une espèce de volonté dans le mouvement sioniste d'expulser le plus grand nombre possible. Par exemple, les Palestiniens qui avaient été expulsés vers le Liban, eh bien Begin, en 1982, propose de trouver une solution à ce problème des réfugiés palestiniens qui étaient